Bonjour à vous. Aujourd'hui je suis un petit peu irrité et déçu parce que j'ai testé pendant plusieurs jours le 11900K sous plusieurs configurations, histoire de voir un petit peu ce qu'il valait face à mon 10950K. Et pour vous couper la surprise tout de suite, parce que potentiellement vous l'avez déjà vu, eh bien ce nouvel i9 n'a pas vraiment d'avantage par rapport à l'i9 de l'ancienne gen. Après ça c'est qu'une partie de l'histoire, donc je vous laisserai découvrir le reste en vidéo. Je tiens aussi à remercier ASRock pour l'envoi de la carte mère et le prêt du CPU. J'ai commencé par quelque chose qui était un élément qui n'était pas forcément positif, mais bon, de toutes les reviews que j'ai pu voir sur internet, eh bien, il y a du mal à en dire du bien. Steve de Gamer Nexus s'est même allé jusqu'à dire que c'était un gâchis de sable, et il a pas totalement tort. En ce qui concerne ma review, elle va être plutôt courte, ici on va aller à l'essentiel sans ajouter trop de fioritures. Si vous voulez vraiment plus de détails, il y a beaucoup de personnes qui le font bien mieux que moi sur internet. Mais bon, allons-y gaiement, on sait jamais que le CPU le plus détesté d'internet en ce moment, et peut-être quelques bons côtés. Donc venez vous asseoir juste là, on est parti. Et ne vous inquiétez pas, vous allez tous tenir sur cette chaise. Avant d'aller plus loin dans les benchmarks et autres choses, on va parler un petit peu de pourquoi les gens détestent ce CPU. Et pour ça, il va falloir revenir une génération en arrière. La génération précédente, on a eu droit à un i9 avec 10 cœurs et 20 threads, qui n'était pas suffisant pour lutter contre AMD et vraiment leur CPU haut de gamme, mais qui était satisfaisant pour ceux qui voulaient du Intel et qui avaient des tâches lourdes au quotidien. Et cette année, on nous a sorti un nouvel i9 avec 2 cœurs et 4 threads en moins, ce qui fait un bon retour en arrière sur les configurations de type 9e génération. Pour ceux qui s'y étaient pas forcément intéressés, le 9900K avait 8 cœurs et non 10 cœurs quand on pouvait le retrouver sur la 10e génération. Donc en termes de première impression ici, on a clairement vu mieux. On est un petit peu au niveau de quelqu'un qui aborde une autre personne en la sifflant. C'est vraiment pas la bonne manière. Donc tout le monde, dont moi-même, est parti avec un sentiment un petit peu négatif, à savoir que 8 cœurs, ça va jamais dépasser un CPU qui a 10 cœurs, même si ceux-ci sont plus puissants. Et puis ça vient directement au contraire de ma représentation de l'i9, qui est une puce qui est excellente en gaming et qui est tout aussi bonne en productivité. Et malheureusement, la surprise du lundi de Pâques, c'était clairement pas les performances de ce CPU, à mon grand désarroi. Mais bon, après vous verrez, ce CPU n'est pas non plus à jeter aux toilettes. Pour un 8 cœurs 16 threads, il a quand même de très bonnes performances par rapport à ses prédécesseurs. Et on sent vraiment le travail qui a été apporté à ce 14 nm pour en arriver là. Mais ce qui vient tacher le tableau sur ce qu'aurait pu être un bon i7, c'est sa consommation, sa chauffe et son prix, qui fait vraiment pas le figure par rapport à ses concurrents. Mais ça, malheureusement, on va pas pouvoir le voir ici, tout simplement parce que j'ai pas assez puces à disposition, j'ai qu'un 10850K pour avoir une vraie comparaison au niveau de la gamme. Et oui, je viens de débarquer, moi j'ai pas tout le matos. Un petit point important avant d'entamer les benchmarks. Vous allez voir dans les graphes des notions de TAU stock et TAU max. Et ne vous affolez pas. Le premier TAU stock, c'est vraiment pour voir la performance des CPU Intel avec les spécifications inforcé. Au bout de 56 secondes de travail, le processeur va passer d'une consommation de 250 watts à 125 watts. Pour le second, le TAU max, j'ai tout simplement débloqué cette limite, ce qui fait que le processeur ne redescend jamais à 125 watts. Il va rester à une consommation haute pour avoir les meilleures fréquences possibles, et bien sûr au détriment de la chauffe du processeur. C'est d'ailleurs ce que font de base certaines cartes mères qui ne respectent pas la spécification Intel. On aura aussi des résultats avec les processeurs overclockés à 5 GHz pour voir un petit peu comment ils se débrouillent à fréquence égale. Pourquoi 5 GHz? Tout simplement parce que j'ai pas réussi à faire mieux avec le 11900K. Même avec des voltages plus hauts que ce qu'il faudrait, eh bien ça restait instable sur les longs bench. Donc je suis parti sur la fréquence la plus haute possible sur tous les cœurs, histoire vraiment d'avoir un pied d'égalité. Par contre le 10850K, pas de souci pour monter à 5,1 voire même 5,2. Passons maintenant au benchmark. Pour ce faire, j'ai utilisé la Z590 Steel Legend que ASRock m'a envoyé avec le processeur. On a d'ailleurs une petite review qui arrive bientôt sur la chaîne. On a avec ça 32 Go de RAM en dual channel 3200 MHz de la marque Crucial Ballistics, une RTX 3060 prêtée par PowerLab, un NVMe P2 de la marque Crucial de 1 Tera, le Arctic Freezer 2 en 240 mm pour refroidir le processeur. On commence tout de suite avec les tests de productivité. Pour ce premier test, on est avec Blender où on voit notamment que les résultats s'améliorent avec une augmentation de la fréquence du corps et que le 11900K arrive ici à coller un petit peu au pas du 10850K malgré ses 2 cœurs en moins. Le 10850K reste tout de même meilleur ici, mais on peut voir que le 11900K, si on enlève le TAU, fait énormément de bien. On enchaîne avec une séquence de rendu. Ici, on peut voir que le 11900K est très équivalent au 10850K, voire même le dépasse dans le scénario d'overclocking. Après, quand c'est seulement CPU, le 10850K a une bonne marge devant lui. Mais par contre, je sais pas ici s'il n'y a pas un petit problème de réglage et si le 10850K ne profite pas un petit peu de son iGPU qui est à l'intérieur. C'est une chose qui n'est pas faite avec le 11900K. Donc attention à ça sur cette partie du bench. Pour les tests de compression de 7-zip, eh bien les 2 cœurs en moins se font ressentir avec des résultats qui sont à peu près 10 000 points en dessous. Un overclocking n'y changera rien malheureusement parce que la marge de progression est plutôt minime. On a à peu près les mêmes résultats sur le test de décompression de 7-zip où on est 10 000 points en dessous encore et même avec de l'overclocking, on n'arrive pas à rattraper cette barrière de 10 000 points. Au niveau de Cinebench R20,
DDR20 en multicœur, et bien jusque là pas de surprise, le 11900K est bien en dessous car il lui manque ces deux petits cœurs. Ça peut être compensé par un overclocking, mais au final pas grand monde le fait. Au niveau du single core, et bien là il n'y a pas match, on voit clairement que la 11e génération a une belle augmentation d'IPC à travers ces résultats là. Dernier test de production avec N-Break, la conversion d'une vidéo 4K 60 fps en H264 à une conversion 4K 60 fps en H265. Avec les configurations de base, on s'aperçoit que les CPU ont des résultats similaires. C'est principalement dû à la grosse augmentation d'instructions par cycle qu'on retrouve sur Rocket Lake. Et ensuite on voit que moins on limite les processeurs, plus ils commencent à montrer leurs différences. On est ici sur un petit rendu de 10 minutes, mais sur des choses qui durent 2 à 3 heures, ça peut être un gain de temps qui est considérable. Donc en soi, avec ces tests plus orientés outils de production, eh bien on s'aperçoit que le 11900K arrive quand même à pas mal coller au basque au 10850K. L'augmentation de l'IPC sur les 11e générations a pratiquement effacé le manque de 2 cœurs. Après, les différences se font de plus en plus sentir au moment où on augmente les fréquences. On enchaîne avec les benchmarks gaming que j'ai pu faire où, à ma surprise, le 10850K était au-dessus du 11900K. Je sais pas si c'est un problème de configuration, de BIOS ou quoi que ce soit. En tout cas, sur la carte mère, j'ai pris le dernier BIOS disponible, comme n'importe quel consommateur le ferait, pour faire ces tests. Je vais juste revenir un petit peu sur ce point-là parce que ça défie un petit peu la logique. Normalement, un meilleur single core veut dire de meilleures performances en jeu. Et c'est pas forcément ce qui se traduit ici. On commence avec CSGO en 720p low. Pourquoi 720p? Eh bien tout simplement parce que la 3060 n'est pas suffisamment puissante pour vraiment voir les différences en 1080p. Donc j'ai préféré descendre un petit peu de résolution sur certains jeux, histoire qu'on voit vraiment les différences. Ici les performances sont presque similaires. On a quelques frames les uns des autres et le 10850K s'en tire avec un petit avantage. Pour GTA V, on a eu à peu près les mêmes résultats pour chacune de ces puces pour les différentes configurations. Donc là ici il n'y a pas forcément de différence sur ce jeu. Pour Assassin's Creed Valhalla, ici on observe en 1080p low qu'il n'y a pas forcément de différence entre les fréquences du processeur. Mais par contre entre ces deux processeurs, eh bien le 10850K s'en sort mieux. Encore une fois, le 11900K est un petit peu en dessous, ce qui est bizarre, et pourtant j'ai fait des tests 3 fois à chaque configuration, et même je les ai fait plusieurs fois, 3 fois, histoire d'être sûr de valider mon résultat et que ce soit pas quelque chose de bizarre. Pour Red Dead Redemption, c'est un petit peu la même histoire, mais cette fois-ci le 1% low est un petit peu plus bas chez le 11900K. Donc ici pas énormément de différence avec ce jeu-là. On finit avec Shadow of the Tomb Raider en 720p low, encore une fois pour vraiment exacerber les différences, et encore une fois on voit que le 10850K est au-dessus du 11900K, ce qui dépasse l'entendement. Surtout que les différences ici sont pas à quelques frames près, on a plusieurs dizaines de frames de différence. Donc pour ces performances en gaming, je suis plutôt déçu. Je sais pas si ça vient de la carte mère ou d'une configuration ou quoi que ce soit, parce que les autres n'ont pas forcément le même résultat que moi. A noter que j'avais pas dans le BIOS non plus l'adaptative boost technologie, qui aurait pu aider un petit peu le CPU à mieux performer à ce niveau-là. Après, je suis pas convaincu que ça aurait fait une grosse différence au niveau des jeux, parce qu'on a vu qu'avec de l'overclock, eh bien le résultat ne bougeait pas forcément. Donc bon, sur ce, on va passer à la conclusion. Au final, cet i9 avec ses 8 cœurs arrive à tenir debout face à son prédécesseur. Pour ça, ils peuvent remercier l'augmentation de l'IPC qui est due à un changement d'architecture interne. Mais venir presque au niveau de la gêne précédente avec moins de cœurs, c'est sympa au niveau ingénierie. Mais par contre, au niveau consommateur, ça n'a aucun intérêt. Surtout que ce CPU consomme et génère autant de chaleur qu'un 10 cœurs, donc bon, il n'y a pas forcément d'évolution à ce niveau-là. Avec ce processeur, on perd vraiment l'essence d'un i9. C'est plus un i7 Premium dédié aux jeux vidéo, tâche qui n'accomplit pas non plus avec brio. En tout cas, pour un i9 qui est vraiment brandé gaming, j'aurais attendu quelque chose qui soit vraiment supérieur. Le point qui m'embête le plus personnellement, et ça vous savez peut-être, mais je suis un gros radin quand il vient du PC, j'aime bien dépenser le moins possible pour le maximum de performance, c'est le prix de cet i9. À la rigueur, s'il était pas trop cher et qu'il se vendait juste un petit peu plus cher que son équivalent i7, j'aurais dit pourquoi pas. Mais là, on est sur du 630 à 700 € pour ce processeur, qui je le rappelle est un i7 vraiment premium. Si on regarde chez les concurrents, un 5800X vous donnera à peu près le même niveau de performance pour 500 € si vous arrivez à le trouver à ce prix-là. Et si on le compare à du 5900X qui est un petit peu dans les prix de cet i9, et bien là, il n'y a même pas match. Mais bon, faut déjà arriver à trouver ce genre de CPU. Et pour moi, le principal concurrent cet i9, c'est l'i9 de précédente génération, le 10850K, qu'on peut retrouver maintenant à pratiquement moins de 400 €. Comme on a pu le voir dans ce test, ces puces sont pratiquement équivalentes en termes de performance, avec un avantage au niveau de l'applicatif pour le 10850K, qui est la base en fait pour un i9. Parce que si jamais vous achetez un i9 pour du gaming, bah, c'est pas mal de l'overkill et c'est dommage de l'utiliser que pour ça. Donc pour moi, si vous voulez un i9 aujourd'hui, cette 11e génération est inintéressante au possible. Ça chauffe
Sauf ça consomme beaucoup pour un 8 cœurs, ça coûte très cher et il n'y a pas forcément de gain de performance par rapport à la génération précédente. Et si on rajoute à ça une petite cerise sur le gâteau, c'est que le chipset 500 est beaucoup plus cher que le chipset 400. On constate à peu près une différence de 100 € entre ces deux chipsets, tout dépend vraiment des cartes mères. Donc bon, la douille est colossale ici et comptez à peu près 300 € pour un chipset 500 pour une carte de mère milieu de gamme qui a pas mal de fonctionnalités intéressantes. En ce qui concerne notre Steel Legend ici, la carte mère a pris plusieurs dizaines d'euros, ce qui n'est pas énorme, et on peut la retrouver aux alentours des 200 € aujourd'hui, qui fait une bonne alternative dans le chipset Z590 pour du pas trop cher et qui a des fonctionnalités essentielles. Donc bon, vous l'aurez compris, je vous conseille fortement de partir sur une autre alternative que ce 11900K, partir soit sur la génération précédente des i9, soit partir chez AMD. Vous aurez les mêmes performances pour quelques centaines d'euros de moins, qui est un argument quand même plutôt choc. Après, si vous avez besoin de PCI Gen 4 et vous êtes obligé d'être sur Intel, eh bien, vous n'aurez pas forcément le choix ici. Après, est-ce que le PCI Gen 4 c'est si important que ça? Parce qu'au final, on s'en sert pas vraiment. Donc bon, comme on s'y attendait, ce CPU est décevant et n'aurait probablement pas dû exister, en tout cas pas sous la nomenclature i9. Après, c'est que mon avis et ça ne regarde que moi. J'espère vraiment que Alder Lake va venir mettre un terme à ce cercle vicieux dans lequel s'est enfermé Intel. Parce que clairement, ça fait pas plaisir à voir. Enfin bon, morale de cette histoire, c'est pas parce que c'est plus récent que c'est mieux, et attention haut de gamme de chez Intel, visiblement la vraie valeur de ces puces se trouve plutôt au niveau du milieu et bas de gamme. On pense notamment au 11600K et surtout le 11400F. Je l'achèterai peut-être histoire de voir ce que ça vaut, mais selon les premiers tests de Gamer Nexus, ça a l'air d'être vraiment pas mal. On va arrêter la vidéo ici, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici, et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!